Tout à fait. Et lors du dernier sommet de la CEDEAO qui a eu au Burkina il n'y a même pas une semaine, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis. On les a entendus tous dire des discours comme si c'est aujourd'hui qu'ils savaient ce qui se passe. Bon, le Burkina Faso a coupé ses relations diplomatiques avec la Libye. C'est la moindre des choses. Donc, je fais un appel à tous ces pays africains. On ne peut pas traiter avec un pays où il y a 3 gouvernements. La Libye doit être un pays qui doit être exclu. Fermons toutes nos ambassades qui sont dans ces pays-là, parce que les gens qui sont là-bas dans ce pays-là se foutent de notre gueule. On ne sait pas qui est qui en Libye. Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. Certains sont là-bas en train de pomper le pétrole. Certains sont La Libye est divisée en tribus et en clans. Et nos pauvres frères africains sont coincés dans des endroits où c'est des voyous et des brigands qui sont là en train de faire ce commerce. Et ce commerce-là, il y a même des Marocains qui sont vendus. Bien sûr. Bien sûr. Franchement, la Libye est membre de l'Union africaine. Bon, il y a une situation comme ça qui est dénoncée. Je pense que l'Union africaine était à même de pouvoir se rassembler assez rapidement, parce que c'est une situation d'urgence. On parle de 400 000 personnes qui sont bloquées en Libye. 400 000 personnes dans l'enfer libyen. Je pense que si cette situation n'est pas une situation d'urgence, alors là, je ne sais pas comment on peut définir qu'est-ce qu'une situation d'urgence. Ils sont toujours lents à la réaction. Ce n'est pas nouveau. Ça s'est passé également il y a des années, quand il y a eu effectivement le génocide au Rwanda. Ouais. Ça a été cette même réaction. Quoique, est-ce qu'il y a eu une réaction? J'en doute. Bon, ensuite, il y a eu les 6 millions de morts en RDC, pareil. Donc, à un moment donné, trop c'est trop. Si effectivement, on a un conglomérat de mafieux à la tête de nos pays, on le constate, et on fait en sorte de pouvoir s'en débarrasser. Point. Et moi, c'est mon avis. Moi, je pense que le nœud du problème, en fait, il y a tellement de problèmes urgents sur le continent que finalement, il faudrait pouvoir commencer quelque part. C'est ça, il faut commencer quelque part. Là, il y a une situation qui est là. Mais cette situation, c'est vrai que c'est l'esclavage qui est pratiqué en Libye. C'est une atrocité. Mais c'est vrai qu'elle est pratiquée en Mauritanie également. Elle est pratiquée au Soudan. Elle est pratiquée en Tunisie. En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Voilà. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, effectivement, il y a le feu des projecteurs sur la situation en Libye. Faisons en sorte de pouvoir régler ce problème, en commençant par la Libye, et ensuite, on va l'étendre aux autres. Monsieur. Parce qu'on n'a pas assez de temps pour pouvoir agir. Oui, on va donner la parole à Gaël Barbosa. Gaël Barbosa, qui est aussi l'un des organisateurs de cet événement. Donc, Monsieur Barbosa, donc, présentez-vous et qu'on puisse savoir et savoir quel est votre... En tant que Brésilien, Monsieur Barbosa est brésilien et solidaire. Donc, Monsieur Barbosa, dites-nous aussi quelle est votre réaction. Déjà, bonjour à toutes et à tous, à tous les auditeurs de Radio Galère qui nous écoutent aujourd'hui, à toutes les personnes qui sont venues à la manifestation, à la mobilisation que le CECCL-PACA a organisée hier. On tient à remercier toutes les personnes parce que c'est la première fois que sur Marseille, je vois autant de Noirs qui se réunissent pour manifester leur mécontentement, qui ne se réunissent pas pour danser, qui ne se réunissent pas pour aller en boîte. Donc quelque part, c'est quelque chose de très valorisant et de très, très positif pour les gens qui veulent se mobiliser ici. Donc je tenais vraiment à le souligner. Après, moi, mon retour, je ne le ferai pas forcément en tant que citoyen brésilien, parce que je suis surtout citoyen français. Moi, je suis né au Brésil, mais j'ai grandi en France. Je ferai aussi mon retour en tant que citoyen noir de surcroît, parce que je pense que les gens qui étaient présents hier, ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient sénégalais, burkinabés, comoriens. Ils étaient là tout simplement parce qu'ils étaient noirs et conscients que les migrants aujourd'hui qui sont mis en esclavage en Libye sont des hommes et des femmes noirs. Et j'aimerais souligner un point essentiel, c'est que si aujourd'hui on avait des esclaves, des hommes et des femmes blancs en Libye, je pourrais vous dire qu'il y aurait déjà la Troisième Guerre mondiale et qu'on recevrait tout le temps des alertes infos sur BFM TV pour nous signaler, nous informer de la situation. Donc c'est ce deux poids, deux mesures dans le traitement médiatique qui aujourd'hui est insoutenable et injuste et qu'on souhaite crier aussi, qu'on souhaite dire, qu'on souhaite dénoncer. Et c'est dans cette colère qui est légitime, justement, parce que dans ce traitement, dans cette mauvaise façon de traiter l'information, ça soulève un autre point. Ça soulève un point qui dit très clairement, comme je le disais hier, qu'il faut qu'on soit unis nous-mêmes
avant de s'unir avec les autres. Et si on ne s'unit pas nous-mêmes, si on n'abolit pas nous-mêmes l'esclavage mental qu'on a dans nos têtes avant l'esclavage physique, on ne pourra pas s'unir avec nous-mêmes et s'unir avec les autres dans la finalité de manière pérenne. Et on vivra de manière... toujours de manière que... Entre parenthèses, voilà. De manière lapidaire. Voilà, de manière lapidaire, on vivra toujours les mêmes choses. Ce qui se passe aux États-Unis avec les Afro-Américains qui se font tirer dessus, c'est la même chose qui se passe en Libye, c'est la même chose qui se passe en France avec Théo Ouadama, c'est la même chose qui se passe au Brésil avec la communauté afro-brésilienne qui se fait tirer dessus par la police. C'est partout pareil. Dès qu'il y a une communauté noire, partout on revoit les mêmes problèmes. Et à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on se réveille. D'accord ? Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a marché. Partout en France, il y a eu des marches. Qu'est-ce qu'on fait? On attend maintenant des décisions fortes. Il y a Idriss Déby du Tchad qui propose une intervention militaire à ses pairs africains. Il y a Paul Kagame qui dit qu'il est prêt à accueillir tous les migrants qui errent, qui sont à la recherche d'un travail. Il est prêt à les accueillir au Rwanda pour leur donner du travail et pour leur donner un peu de raison de vivre. Et nous autres qui sommes là, qu'est-ce que nous allons faire après? Quelle est la suite de tout ça? Je pense qu'on a compris qu'il fallait interpeller les premiers responsables de cette situation, qui sont les dirigeants africains qui ne font rien, qui sont dans l'inaction, et qui vivent dans une bulle, concrètement, et qui sont très très loin de leur fiche de poste, qui ne répondent pas à leur mission, qui est de servir le peuple. Ils ne desservent pas le peuple. Et le peuple aujourd'hui est délaissé par ces gens-là, et je pense que c'est à nous de les interpeller. Ça ne veut pas dire qu'on doit compter sur eux, mais ça veut dire qu'on doit agir, commencer à agir, faire les choses pour nous-mêmes, par nous-mêmes, mais les interpeller peut-être de manière significative, mais aller devant leur villa, aller dans les endroits où on sait qu'ils résident, dans ces résidences de luxe, et manifester notre mécontentement et les rappeler à une certaine réalité, leur dire qu'ils ont des missions à l'égard du peuple, et que s'ils ne remplissent pas ces missions, ils devraient dégager, tout simplement. Tout à fait. Et moi, je vais dire qu'en fait, ici, ce qu'on peut faire, au-delà d'assiéger effectivement les consulats et les ambassades libyennes partout en Europe et dans le monde, il faudrait aussi assiéger les consulats et les représentations diplomatiques des pays africains. Il faudra les assiéger. Parce que là, il faut les mettre devant leurs propres responsabilités. On ne peut pas ruser avec les principes de protection de nos concitoyens. C'est clair. Après, par rapport effectivement à l'intervention d'Idriss Déby, moi je pense qu'il faut, que ça soit dans un cadre régi par l'Union africaine et ou par la CEDEAO, qui est une organisation sous-régionale, parce que les interventions individuelles, on sait ce que ça donne. Voilà, donc c'est bien de pouvoir encadrer, mais il faut aller rapidement. Le problème de ces pachidèmes qui composent le syndicat des chefs d'État au sein de l'Union africaine, c'est qu'ils sont d'une lenteur manifeste. Mais ils sont extrêmement alertes, extrêmement rapides quand il s'agit de défendre leur père qui pourrait être traîné devant la CPI. Ils sont extrêmement rapides. Pour ça, ils se réunissent rapidement et ils s'entendent, ils ont une même voix, ils dénoncent. Voilà, il y a une situation qui est là. C'est vrai que moi, je ne compte pas sur eux, en fait. Personnellement, par le passé, c'est des gens déjà qui martyrisent leur propre population. Si les jeunes partent, il y a un truc aussi qu'il faut dire. Il faut qu'on parle simplement. On va parler simplement pour que les gens entendent. Franchement, là, on ne va pas ruser avec les mots, on ne va pas faire de la sémantique. Là. Je dis, si effectivement, il y a des jeunes qui partent, pourquoi, on aurait pu se dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent les retenir. Parce qu'on peut mettre effectivement, même si on sait très bien que les frontières sont poreuses, mais on peut mettre en place un dispositif. Pourquoi ne pas faire de la sensibilisation? Pourquoi ne pas mettre en place un dispositif pour pouvoir essayer de changer la mentalité de ces jeunes en leur disant un certain nombre de choses, en leur donnant la réalité des faits, des routes, de ces routes périlleuses. Moi, je suis contre le fait de dire, oui, finalement, les gens doivent rester chez eux. Non, un être humain, sa liberté fondamentale, c'est de bouger. Il est libre d'aller où il veut et il peut aller où il veut. Un être humain, c'est comme ça. Mais selon la couleur, c'est pas trop bien, il faut qu'ils restent chez eux, tranquilles. Pendant ce temps, les gens qui ont les bons visas, eux, ils se promènent allègrement dans le monde entier et personne ne trouve rien à redire. Bon, c'est bon, ils sont libres de le faire. En attendant, on peut les empêcher. En tout cas, organiser effectivement la sécurité de ces routes périlleuses pour éviter de passer par ces coupes-gorges, notamment qu'est la Libye. Mais ce n'est pas que la Libye. En Algérie, comme vous venez de le dire, il y a vraiment une persécution des Noirs. En disant, ah oui, non, finalement, c'est des gens qui sont illégaux. Non. Et quand la police algérienne intervient, elle fait des rafles, comme en 40 en France, des rafles, en ciblant les Noirs
qu'ils aient des papiers ou pas. C'est ça la réalité. Donc là, je pense que l'action, elle est là, elle doit être continuelle, elle doit être permanente. Et par exemple, par rapport à hier, il y a eu un rassemblement, et c'est vrai qu'il y a eu du monde, mais la couverture médiatique n'a pas été celle qu'on escomptait. Finalement, effectivement, il y a eu 2 manifestations. Il y a une manifestation par rapport aux violences faites aux femmes. On y adhère, fondamentalement. Mais voilà, comme c'est l'actualité politique en ce moment, les journalistes, ils sont arrivés. Hein. Ils ont fait un reportage de 2-3 minutes. Ils n'ont même pas attendu que le monde soit réuni, ils sont partis. Et dans la presse, ils donnent des chiffres, abracadabra, 200, 300 personnes, alors qu'on avait des milliers de personnes hier. C'est la réalité, c'est la conscience noire qui s'est éveillée, qui s'est réveillée. Il faut continuer dans cette dynamique. La conscience noire, elle, c'est une conscience noire internationale. Ça va des Caraïbes au Cap, en passant par Saint-Louis, aux États-Unis. Donc voilà, je vais souligner un peu. Si vous me permettez, pour rebondir sur ce que dit mon frère Victor Da, j'aimerais souligner quelque chose, et il a dit quelque chose de très 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 pertinent. C'est qu'est-ce qui fait partir ces gens-là d'Afrique? C'est qu'un problème, c'est que quand ces dirigeants ne font pas des choses pour le peuple se sent délaissé, le peuple ne rêve plus de sa nation, et rêve d'une autre nation, et rêve d'ailleurs, et rêve de quelque chose qu'il n'a pas ici et qu'il pensera qu'il aura ailleurs. Mais c'est une illusion. C'est pas un rêve qu'il aura ailleurs, c'est un cauchemar. Et je pense que la jeunesse noire de la diaspora, la jeunesse noire africaine du continent doit s'unir dans un rêve. Au lieu de rêver américain, au lieu de porter des baguettes, des casquettes hip-hop comme le fait la jeunesse africaine du continent, comme la jeunesse afro de la diaspora, il faudrait qu'on rêve africain. Il faudrait que le rêve américain, on fasse une rayure dessus, et on fait le rêve africain, et ça commence par là. Si on rêve d'ici, on n'aura pas besoin d'aller ailleurs. C'est ça qui est très très important. Oui, comme vous le dites, ça c'est la culture.